Pardon? Avant de donner la parole à M. Tcherniega, il va ouvrir cette table ronde avec une petite intervention historique sur la révolution russe. Je dirais juste que bon, normalement tout le monde sait ce qui s'est passé. Et il y a juste, je rappelle qu'il y a deux façons, toujours deux façons de voir les choses. Et aujourd'hui, on essaie d'être vraiment, on essaie de voir tout. De tous les côtés, de toutes les façons, mais il y a le côté qu'on peut croire libérateur de la révolution, et de l'autre côté, ça peut être vu comme une tragédie, drame national. C'est ce que je veux dire, justement. Très bien, donc ça c'était juste pour pour situer. Le sujet est très important pour l'histoire de la Russie et l'histoire mondiale, aussi de l'histoire de la géopolitique mondiale, des relations entre des différents côtés du monde et des pouvoirs. Il y a la politique, il y a l'histoire, il y a la poésie. Poésie, elle est toujours, dans n'importe quelle période historique, elle est toujours là, et aujourd'hui, on va encore une fois le prouver que pendant la Révolution, au moment de la Révolution et dans l'étape post-révolutionnaire, il y avait toujours la place, il y a eu toujours la place à la poésie dans les cœurs des gens. Maria Balyasova va nous parler de la littérature russe, plus précisément du poète Alexandre Blok. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir. Et Jean-Marc Collet, aussi notre invité, un de nos invités d'honneur aujourd'hui, qui va nous parler de son point de vue d'un poète et d'un soldat. Il parlera aussi un tout petit peu de cette étape historique russe. Il dira ses pensées. Et je vous propose de commencer et je donne la parole à M. Tcherniega, qui est l'ancien diplomate soviétique. Russe. À l'époque, c'était quand même. Je vous rappelle ce qui est écrit dans votre passeport, ce qui est dans le mien aussi. Je ne suis pas si jeune que je parais. Il est également, M. Tcherniega, c'est un docteur d'État en sciences juridiques et représentant permanent, chercheur permanent à l'Académie de Moscou, donc l'Académie russe de sciences de Moscou. Je vous invite à parler. Merci Anna de cette présentation. Je ne suis pas quand même aussi vieux que ça. C'est vrai, j'ai débuté au service diplomatique russe, mais seulement débuté. Ensuite, j'étais quand même au service diplomatique soviétique. Ensuite, j'étais déjà au service diplomatique de Russie. D'ailleurs, je faisais même partie au début de l'équipe de Boris Eltsine. J'étais son conseiller diplomatique un certain temps, mais il faut dire que je l'ai quitté très vite. Mais bon, ça c'est une autre histoire. À cause de l'avocat, il est plus sobre. Voilà, pour ce qui est... Bon, merci bien. Je suis quand même très honoré de pouvoir être ici et de participer à ouvrir cette petite table ronde qui fait partie de la commémoration de la Révolution d'octobre un peu partout dans le monde. Il m'est particulièrement agréable de constater qu'en France, on fait beaucoup d'attention à cet événement. On a parlé déjà de cette émission sur France 3. Moi, j'aimerais bien citer un message que je viens de recevoir de la part de mon ami français qui vit à Grenoble. Voilà, on commémore partout en France les 100 ans de la Révolution avec une approche pour la Russie compréhensive et bienveillante. C'est suffisamment rare pour pouvoir le noter. Oui, voilà. Donc, mais c'est vrai, on vient de le dire, cette révolution, même aujourd'hui, 100 ans après, continue à passionner et à diviser. Si l'on la regarde, par exemple, à travers ce qui a suivi, notamment à travers la guerre civile, avec toutes ces cruautés qui coûtaient la vie à 18 millions de Russes, si l'on regarde
cette révolution à travers les horreurs de l'époque stalinienne, qui a coûté la vie aussi, 3 millions de personnes. Bien sûr, une réaction de rejet serait explicable et moralement légitime. Mais si en même temps on voit une formidable révolution sociale qui s'est produite suite à cette révolution, si on regarde le fait que le pays, que grâce à cette révolution, le pays où il y avait 80% de la population illettrée, qui, sous bien des égards, vivait au Moyen-Âge, le pays qui s'est bien transformé en puissance industrielle capable de briser l'effroyable machine militaire allemande, par exemple, qui est devenue plus tard une superpuissance nucléaire et spatiale. Le regard et l'appréciation, le jugement peut être bien nuancé. Ouais. Et il faut dire que je ne vais pas parler de la France, il y a nos amis français qui sont ici, mais pour la Russie, ce dichotomie continue à tourmenter les gens. Parmi mes amis, il y a ceux qui rejettent absolument la révolution, pour qui les bolcheviks, les communistes sont des monstres qui sont venus de nulle part. Oui. Et il y a ceux qui raisonnent plutôt en termes de puissance et qui continuent à exalter cette révolution. Et il n'est pas étonnant que déjà à l'époque de cette révolution ultra-radicale, et bien sûr après, le monde artistique et littéraire russe s'est divisé, a été fortement impacté et divisé. Ouais, parce que il va d'une part, au début, une explosion, une vraie explosion de nouvelles tendances, des arts nouveaux. Tous ces ismes, futuristes, l'imaginisme, le symbolisme, etc., se sont vus projetés au premier plan. Et ce n'est pas un hasard que le grand poète russe Vladimir Maïakovski, qui se voulait justement futuriste, a mis tout de suite sa plume au service de la révolution, au service en fait du régime soviétique. Il y avait d'autres, comme Alexandre Blok, ou le grand poète du peuple russe Sergueï Essénine, qui avait une démarche plus contradictoire, mais ont suivi quand même aussi. Mais ils ont été vivement critiqués par d'autres. Par exemple, le prix Nobel de littérature russe, Ivan Bounin, qui n'a pas accepté la révolution, qui a quitté le pays et était l'un des critiques les plus virulents du régime soviétique. Il y avait aussi, par exemple, la grande poétesse Marina Tsvetaeva, qui disait que la révolution naissait dans l'espace, dans le cosmos. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas expliquer les révolutions par les raisons, par les causes d'ordre matériel. Voilà. Bien sûr, il y avait aussi ceux qui essayaient d'expliquer cette révolution d'une façon plus prosaïque. Il y avait, par exemple, la grande trilogie de l'écrivain russe et soviétique Alexeï Tolstoï, Le chemin des tourments. Il y avait bien sûr le célèbre roman de Boris Pasternak, le docteur Zhivago. Il y avait d'autres œuvres qui soutenaient par exemple le régime soviétique, mais qui voyaient déjà des dangers, comme par exemple le Kafka russe Andrei Platonov. Oui, avec son Tchevengour, avec son chantier. C'était un communiste convaincu, mais il voyait déjà que certains aspects utopiques de l'actualité communiste pourraient amener à une catastrophe humaniste, si vous voulez, à un régime totalitaire. Il a
vécu une vie bien tourmentée à cause de cela. Moi, j'aimerais pas bien sûr anticiper trop, donc je préfère m'arrêter là et passer les paroles aux autres. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci. Oui, pour cette introduction, Belle introduction. introduction historique pour nous situer un tout petit peu. Et on va maintenant